Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la 4e étape du Tour de France. On se retrouve aujourd'hui à Poitiers, vous voyez donc sur un chantier dont je vais vous parler avec Mathieu. Mathieu, un jeune investisseur de 20 ans, enfin il investit à 20 ans, il a 21 ans actuellement. Donc je vais monter les escaliers qui se trouvent derrière moi, on va aller le rencontrer, il va se présenter, vous dire un petit peu c'est quoi ce projet, quels sont ses travaux et qu'est-ce qu'il va faire exactement ici. Donc à tout de suite, restez bien sur la vidéo. Comme je vous disais, on est à Poitiers, je suis avec Mathieu. Mathieu, salut, je te serre la main. Salut. Tu vas bien, la forme? Ça va et toi? Nickel, nickel. Bah, merci à toi de m'accueillir à Poitiers chez toi. Pas de souci, avec plaisir. Ici, on est où? Du coup, on est chez toi directement, dans un de tes projets, comme je disais dans l'intro de cette vidéo. Avant qu'on parle de ce projet-là, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter rapidement pour tous les gens qui nous regardent aujourd'hui? Ouais. Alors du coup, je m'appelle Mathieu. J'ai 21 ans. Ok. J'ai 21 ans. Quand j'ai acheté ça, j'avais 20 ans. Ok. Je suis actuellement au chômage. Donc, bien évidemment, quand j'ai acheté, j'étais en CDI. D'accord. Tu travailles dans quel domaine? Dans la téléphonie. Ok. Voilà. Et voilà. Et donc, tu as investi dans l'immobilier à seulement 20 ans. Tout à fait. Alors, j'ai commencé à chercher tout juste 20 ans, vraiment. Tout juste 20 ans, 19-20 ans. Ouais. C'était pas commun, 20 ans, souvent on pense pas forcément à investir dans l'immobilier, on est plus peut-être focus à investir dans la boisson, dans la bière ou à autre chose. C'est sûr. Les soirées, tout ce qu'on veut. Peut-être que tu fais les deux, mais comment tu as eu l'idée, toi, de te dire en tout cas à 20 ans, je vais commencer à m'intéresser à la pierre et à investir? J'y pensais déjà avant, même avant d'être majeur. Ok. De par ma famille, mon entourage, je connais quelques investisseurs. Donc j'y pensais quoi qu'il arrive avant. Donc tu étais déjà un petit peu entouré par des gens qui avaient investi dans l'immobilier, ça t'avait tenté. Tout à fait, c'est ce qui fait que je connaissais plus ou moins ce milieu. Maintenant, j'aurais pas forcément investi si jeune. Ouais. Ça c'est sûr, quoi qu'il en soit. Le fait d'avoir arrêté mes études tôt et d'avoir commencé à travailler m'a plus ou moins engagé dans ce sens-là. Ok. Et j'ai vraiment été poussé quand j'ai découvert ton blog. Ça a tout changé. Comme tout le monde, j'ai cherché sur internet sûrement comment devenir riche, comment faire de l'argent. C'est pas trop ce que j'ai mis, mais le classique, voilà, tout à fait. Et c'est ce qui a fait du coup, que j'ai découvert, et que j'ai découvert du coup, le saisonnier. Donc entourage un petit peu investisseur, plus un petit peu une impulsion sur internet, ça t'a fait dire qu'il fallait que tu commences relativement jeune. Est-ce que derrière cet investissement immobilier, tu avais un objectif plutôt d'enrichissement court terme pour toi, vivre de l'immobilier, long terme patrimoine, transmission? Quel était ton objectif derrière? Qu'est-ce que tu voulais atteindre avec l'immobilier? De base, avant de te parler et de lire ton livre que j'ai lu du coup dès mes 21 ans du coup, je serais plutôt parti sur un objectif retraite. Ok, longtemps. À la base. Mais c'est toi qui avais insisté sur le fait qu'on vivait maintenant et qu'il fallait du coup se dégager des revenus maintenant, que c'est pas quand on serait âgé qu'il faudrait profiter de tout ça. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé que c'était quand même important de dégager des revenus rapidement. C'est vrai que c'est quand on est jeune, finalement, quand on a la vingtaine, qu'il faut commencer à vivre la vie. Quand on a 60 ans, on est un petit peu fatigué. J'en parlais il y a pas longtemps avec un investisseur, c'est con parce que c'est quand on est jeune qu'on n'a pas d'argent généralement et que c'est là où il faut vivre. Et quand on est vieux, on a la thune, mais on n'a plus l'énergie pour faire des expériences de ouf. C'est ce que tu m'avais dit aussi à l'époque. C'est vrai. Donc c'est vrai que faire de l'argent, c'est intéressant quand on est jeune, on peut au moins kiffer. C'est sûr. Donc du coup, ok, tu as fait tout ça. Comment tu t'es également formé à 20 ans? C'est pas évident. Avant qu'on parle vraiment en détail de ce projet-là, parce que tu as fait un beau projet de division, donc du coup, plus location saisonnière. Tout à fait. C'est quand même deux stratégies qui aujourd'hui sont relativement lucratives, on va dire. En immobilier, c'est deux stratégies qui déjà de manière isolée fonctionnent très bien, mais quand on les met ensemble, c'est vrai que ça booste encore plus. Comment tu as connu la division? Comment tu t'es dit, je vais me lancer dans ce premier projet de division? Parce que division, travaux, cloison, destruction, construction, c'est quand même compliqué. C'est pas le plus simple pour commencer, on va dire. Non, du tout. Moi, de base, j'aurais fait de la location classique. Donc j'ai rencontré, j'ai du coup découvert le saisonnier. J'ai étudié un peu le terrain via Airbnb, des fausses annonces, tout ça. J'ai vu que ça fonctionnait, j'ai vu qu'il y avait de la demande, qu'il y avait de l'offre, mais de l'offre plutôt de particuliers et pas forcément terrible. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai vu que ça fonctionnait. Je partais plus du coup sur un petit investissement, un T2. Donc j'aurais pas eu l'idée de division forcément parce que sur un T2 c'est pas possible. C'est évident. L'idée de division m'est venue tout simplement par l'agent immobilier qui m'a présenté ce bien.
il m'a appelé pour me dire voilà, j'ai une maison avec un escalier central qui du coup dessert de chaque côté des pièces avec possibilité de points d'eau dans chaque pièce. Ok. Donc c'est là tout de suite que j'ai compris voilà, qu'il y avait moyen de diviser du coup. Il y avait du potentiel. Et faire du saisonnier du coup dans les appartements. Mais à Stage Immobilier, tu n'as pas du tout dit que tu cherchais un produit de ce type-là, c'est lui qui te l'a présenté. Ah, pas du tout, moi j'étais sur du T2, voilà. J'avais un budget max de 80 000 €. Et au final, j'ai acheté ça à 85 000. Ok, donc hors budget, hors travaux aussi. Je suis totalement hors budget. Ok, on va parler de travaux un petit peu après, mais ça t'a pas fait peur du coup? 20 ans, division, gros travaux, première fois. Sur le moment, je pense qu'on réfléchit pas trop. La naïveté de l'art, tu t'es dit j'y vais quoi. C'était pas du tout dans mes projets. T'as vu l'opportunité? Maintenant, je me dis que c'était peut-être un peu gros. Mais sur le moment, non, j'ai pas réfléchi. J'ai réfléchi du moins au projet en lui-même, mais pas à la grosseur. Ok. Alors justement, pour parler un petit peu du projet en lui-même, qu'est-ce que tu as acheté précisément? Où ça? Combien? Quelle surface? Alors, du coup, j'ai acheté une maison de ville. 100 mètres carrés, enfin, on est sur des plateaux de 50 mètres carrés, 3 plateaux de 50 mètres carrés. Donc, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. C'est ça, avec du coup un garage au rez-de-chaussée, une cave, un grenier. Tout ce qu'il faut. Voilà, donc une maison de ville assez vieillotte, pas forcément très aux normes, mais en bon état de base. Voilà. Donc tu achètes ça, donc une surface de 150 mètres carrés environ, 100 mètres au sol, pas habitable. 100 mètres carrés au sol, 150 mètres carrés au sol. Combien tu l'achètes? 85 000 frais d'agence inclus. Donc on n'est pas cher. C'est quoi le prix du mètre carré à Poitiers? Moyen? Dans cet état-là, au moins 400 € au mètre carré en plus. C'est vraiment pas cher, c'est vraiment une vie intéressante. Donc tu as divisé au niveau des travaux. Quel budget? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour les travaux? Alors, j'ai fait l'erreur de vouloir faire une partie moi-même. Alors pourquoi l'erreur? L'erreur déjà pour le temps passé. Ok. Et aussi pour le budget, parce que je l'ai pas forcément bien évalué. Donc sous-évalué, c'est ça? Tout à fait, sous-évalué. Donc voilà, j'ai pris un budget de travaux de 30 000 €. J'ai fait du coup, en plus de ça, un prêt personnel de 6 000 €. Ok. Et j'ai rajouté un peu en plus. De trésorerie personnelle. Sachant en plus qu'il y a une modification du projet aussi, donc ce qui a fait que j'ai dépensé plus que j'aurais dû à la base. Modification du projet à quel niveau du coup? Du coup, j'habite un des appartements. D'accord, alors qu'à la base c'est simplement pour faire du locatif et tu as finalement décidé d'en garder un pour toi. Ouais, voilà, forcément un aménagement différent, et voilà, différent forcément. Ok, plus de confort peut-être pour toi au niveau du mobilier, des choses comme ça. C'est ça. Ok. Du coup, tu en gardes un pour toi, mais tu as divisé ça en combien? Il y a combien de lots de logements en tout cas? Alors, du coup, 3 appartements. Ok, division entre guillemets à l'arrache, non officielle, du coup, c'est ça? Tout à fait. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, 3 appartements, un pour toi et 2 studios. Ouais. Donc, 2 studios en saisonnier. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait comme travaux dans ces studios, même de manière générale? Est-ce que tu as retouché uniquement des cloisons que tu as refait pour diviser? Comment ça fonctionnait? Tout. En soi, il n'y a pas spécialement besoin de refaire énormément de choses. Déjà, il fallait créer forcément les cuisines et les salles de bain. Ça n'a pas été trop compliqué au niveau de, je sais pas, des pentes d'eau, des évacuations d'eau usée, des choses comme ça? Comment tu as fait? Non, tout est du même côté. Tout va vers le garage. Donc tout se passe bien. Il y a juste pour le rez-de-chaussée où du coup le niveau de l'appartement est en dessous des évacuations. Donc il a fallu tout descendre dans la cave pour remonter avec une pompe. Ok, mais il y avait une solution. Voilà. Mais par exemple, tu nous dis que tu as fait une partie des travaux toi-même. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as validé toi-même lors de la visite et de la signature du compromis que ça allait être possible pour les points d'eau? Ou est-ce que tu as fait venir par exemple un artisan qui t'a validé la possibilité du projet avec ces évacuations? Non, à la base, avant de signer tout, j'ai fait venir quand même un artisan pour chiffrer et pour étudier tout ça. Donc tu as fait venir un artisan, au final tu n'as pas fait travailler puisque tu as fait les travaux toi-même ou tu as quand même fait travailler? Non, je n'ai pas fait travailler, j'ai fait les travaux. Qui t'a validé le truc au niveau de la structure, au niveau de tout ça, de la possibilité, mais tu as fait les travaux toi-même. C'est ça. Au-delà du fait que tu dis que c'était une erreur de faire les travaux toi-même parce que tu as sous-estimé, est-ce qu'il y a autre chose que tu as regretté peut-être au niveau de la qualité des travaux, peut-être du temps aussi surtout qui a passé? Alors la qualité des travaux, oui forcément, ce ne sera pas comme si c'était un artisan, ça c'est sûr. Maintenant j'essaie de faire au mieux et en soi même si les définitions ne sont pas top, ça n'empêche pas non plus de vivre. De louer, après rien, voilà, visuellement, voilà. Que toi qui les vois, je pense que moi je suis rentré. Donc ça passe. On est 3 actuellement dans la pièce, on est donc 2 autres extérieurs au projet. Quand on est rentré, on n'a pas le sentiment de voir des gros stars bizarres qui sortent de je sais pas où. Au
Donc non, c'est quand même propre, si t'as tout fait toi-même ici, là, c'est... Après oui, pour le temps passé, ça c'est sûr que... ouais, c'était un gros regret parce que ça prend quand même pas mal de temps, mine de rien. Que travailler seul, c'est forcément pas très drôle. Donc faut pouvoir s'y mettre, surtout quand on n'est pas de métier, il faut pouvoir se motiver. Tu vas moins vite aussi que des pros. Et voilà, je vais aussi moins vite. Faut aussi en même temps apprendre à faire parce que j'avais jamais fait de travaux avant ça. Qu'est-ce que tu as fait toi-même du coup par exemple? Sol, peinture, faïence, j'ai fait les salles de bain, entièrement, les cuisines. Ok. Donc x2 tout ça en plus. Donc x3 même avec le mien du coup. x3 avec le tien. Donc en plus recommencer la même chose, c'est un petit peu pénible. Tout à fait, ouais. Et d'autant plus que tu n'avais pas de facture aussi du coup pour faire passer ça dans tes charges et dans ton bilan comptable, pour déduire à ne pas payer d'impôts. Donc tu as passé du temps, pas de facture, le temps c'est de l'argent. Finalement peut-être que la balance, elle ne penche pas de ton côté de l'avoir fait toi-même. Non, tu penses, tu sais pas? Ah bah non, c'est sûr. Enfin, peut-être pas ou... Bon, c'est toujours dur à estimer. En tout cas, le temps passé, c'est sûr que j'aurais peut-être pas économisé de l'argent, je ne sais pas. Par contre, j'aurais pas passé tout ce temps-là. C'est ça, t'aurais pu faire autre chose. Voilà, c'est sûr. Ok. Poitiers, Airbnb saisonnier, il y a une demande locative. Parce que moi, Poitiers, avant de venir, c'est la première fois que je viens. Je pensais que c'était sûrement à tort, un peu vide, touristiquement parlant. Il y a le Futuroscope, c'est ça? Il y a le Futuroscope, du coup, qui est quand même un des grands parcs en France. Sûrement le plus ancien parc, je pense, ou en tout cas pas loin, qui attire du monde. Ils sont entre 1 et 2 millions par an. Ouais, donc c'est beau, c'est bien. Donc ça attire pas mal. Il n'y a pas que ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent pour des concours, pour des stages, c'est une grosse ville étudiante. Tu me disais que c'était la première de France, c'est ça? Tout à fait. Ok, donc ça c'était une par grosse surprise pour moi. Par rapport à la proportion de sa taille, du moins. Le ratio nombre d'étudiants par rapport à la population. La population, tout à fait. Ok. Donc toutes ces choses font que... Donc il y a toutes les facs, donc concours, tout ce qui va avec, stage, il y a des gens qui viennent, ok. Donc ça se trouve, c'est vrai que moi hier soir j'ai voulu louer un Airbnb par exemple, comme je te disais, dernier moment, 14h pour le lendemain, et j'ai rien trouvé quoi. Il restait que 3 chambres chez l'habitant, et du coup ce soir je suis chez l'habitant. Donc voilà, c'est vrai que j'étais vachement surpris. Très peu de logements dédiés à ça. C'est encore assez vierge comme marché. Il y a beaucoup de particuliers qui louent, donc qui n'ont pas forcément la possibilité de louer toute l'année. Ils font ça un petit peu à l'arrache, en mode amateur, quelques nuits comme ça. Il n'y a pas full de gros acteurs, Ok. De ton côté, est-ce que la location se passe bien jusqu'ici? T'es sur quel site par exemple? Uniquement sur Airbnb pour l'instant. Pour l'instant ça se passe bien, je dirais que j'ai été loué depuis le commencement, peut-être 90%. Bon taux de remplissage. Bon taux de remplissage, des nuits qui ont été louées 2 fois. Comment ça? Si tu veux, j'avais du coup une personne qui va être là une semaine entière, donc qui a payé pour la semaine, mais qui finalement a eu un changement d'emploi du temps et qui n'était pas là toute la semaine. Donc tu as dit qu'elle serait pas là mais elle avait payé? Tout à fait. Ok. Mais comme elle n'était pas là, j'avais aucune raison de laisser l'appartement vide. Donc je l'ai remis en location. Donc tu as touché 2 loyers pour la même semaine? Tout à fait. Donc ça c'est plutôt cool ça. Pour 2 nuits. Ok. C'est cool. C'est plutôt cool. Donc jusqu'ici tu loues bien, les deux, non, t'en as encore un travaux, celui qu'on a vu au tout début lors de l'intro, celui-là il est encore en travaux, celui-ci actuellement dans lequel on est déjà loué, voilà. En face de nous, dans notre appartement, c'est le tien, tout à fait, où tu habites, et en bas, c'est le studio que je vous ai montré lors de l'intro, qui est bientôt terminé. Tu penses que je vais le terminer pour quand? Moi là, si je mets du coup à fond, tu penses terminer toi-même quand même du coup? Ah oui, bien sûr, mais surtout que j'habite ici maintenant, donc c'est plus simple. Je dirais grand max, si je m'y mets comme il faut tous les jours, une semaine de boulot. Pour tout refaire? Oui. Dans l'état dans lequel il est actuellement? Oui. Donc tu peux aller vite alors? Je peux aller vite. Ok, nickel. Ok, très bien. Du coup, tu loues à combien d'euros la nuit en moyenne ici à Poitiers par studio? Alors là, actuellement, je suis du coup avec les frais de ménage, les frais par personne supplémentaire, à 38 € la nuit. Pour combien de personnes maximum tu peux recevoir là? Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Voilà, je compte y mettre un lit d'appoint après, mais pour l'instant 2 personnes. Donc jusqu'à 3 éventuellement? Voilà, après Ok. Voilà, ce prix est expliqué surtout par le fait que j'ai été un peu lourdé loin dans les pages. Ok, donc faut remonter le technique classique. Faut remonter un peu, donc j'ai même baissé par exemple pour ce week-end, pour essayer d'avoir peut-être du monde et de pouvoir remonter un peu plus. Technique classique, au début on n'a pas de résa, faut être visible. Les gens sur Airbnb, comment ils font? Ils baissent les prix à la réglette, du coup ils vous trouvent facilement comme ça si on baisse les prix. Donc technique classique.
Est-ce que tu sais à peu près combien de cash flow prévisionnel tu vas te dégager avec tes 2 appartements une fois que le second sera loué ou pas? C'est un peu compliqué dans la mesure où j'ai pas trop de recul sur la location pour l'instant. Déjà d'une, surtout sur 2 appartements parce que je sais pas si le deuxième impactera la location du premier parce qu'elle fait une demande supplémentaire, enfin une offre supplémentaire pardon. Bon, si tu loues à 90% d'occupation pour l'instant, il y a fort à parier que le second sera loué de manière je peux pas trop avancer. Et je peux aussi difficilement l'évaluer dans la mesure où c'est ma résidence principale aussi en partie. Donc c'est un peu compliqué. Tu rembourses également une partie de ta résidence principale. Quoi qu'il en soit, je rembourserai mon crédit, mes charges, ça c'est sûr. Donc tout sera payé, ça va financer également ta résidence principale. Voilà, ça c'est sûr. Donc bon, voilà. Au pire, tu fais du patrimoine avec 2 studios qui vont se rembourser tout seul, plus ta résidence principale. Il y aura du cash flow quoi qu'il arrive. Et voilà, au mieux il y aura du cash flow qui normalement, je pense, devrait être là, vu ce que tu es en train de me dire. Pourquoi avoir choisi de faire ta résidence principale finalement au lieu d'avoir un 3e appartement qui tourne pour toi et te génère d'autres revenus? C'est ce qui était prévu à la base, du coup. Surtout que moi j'avais les APL pour le moment, donc ça me dérangeait pas forcément d'être en location. 2 choses, l'appartement dans lequel j'étais en location me convenait pas forcément à 100%, déjà d'une. Et c'est surtout le fait de pouvoir être du coup sur place pour les check-in, check-out. Je suis pas sûr de pouvoir, que j'aurais pu supporter les allers-retours tous les jours s'il avait fallu pour 3 appartements surtout. Je suis pas sûr de pouvoir gérer tout ça. T'aurais fait un taf à part entière. Ça aurait été compliqué. Donc là pour l'instant tu vas gérer au début les réservations de toi-même. Après tu vas déléguer. Après déléguer je ne pense pas. Déjà pour une question de coût. Et surtout parce que je faisais pas forcément que ça pour l'argent à la base. Juste que ça, voilà, j'aime bien le fait d'accueillir les gens. Quelque chose qui te plaît. Voilà, ce qui me plaisait aussi. T'as un objectif déjà de revente ou pas du tout de ce bien? Parce que là, t'as de la plus-value certainement vraiment intéressante à faire. Alors, l'idée de tout laisser en résidence principale, c'était surtout pour la plus-value. Pour le moment, bon, c'est pas à la vente, mais je pense pas que ça va énormément traîner parce que personnellement, je compte pas rester ici. C'est pas forcément un endroit où j'aurais aimé habiter parce que j'ai parti pour ça à la base. Donc voilà, le jour où je déménage, c'est pour vendre, c'est sûr. Donc c'est plutôt un objectif court terme cette opération, parce que tu peux pas rester en résidence principale et exploiter des biens saisonniers à côté de manière trop longue. C'est une bonne stratégie, quelques mois en général. C'est pas quelque chose qui 2 ans max, Ok. Bah je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette opération. Si tu as autre chose à nous ajouter, peut-être je sais pas, peut-être le meilleur souvenir ou le pire souvenir que tu as eu sur cette opération là, histoire de rentrer dans le côté anecdote. Le meilleur souvenir, c'est un peu compliqué. Bon, il y en a eu plusieurs. La signature, c'est quand même. La première fois, c'est quand même qu'est-ce que ça fait une bonne expérience. À 20 ans, ça fait peur, surtout quand tu te retrouves avec des personnes qui ont 2 à 3 fois ton âge dans le bureau, et que toi, tout seul, de tes 20 ans, tu dis qu'est-ce que je fais là? C'est quand même sacrément bizarre. Maintenant, voilà, ça s'est très bien passé. Bon souvenir, après, bon souvenir, sinon dans l'immeuble, peut-être la démolition. Ça, tout casser, la grosse masse. C'est quand même super plaisant. Et après, pour les mauvais souvenirs, ça a été quand même les galères et c'était quand même assez dur moralement de tenir les travaux et tout. Donc ça, par exemple, tu leur ferais plus quoi, de faire tes travaux toi-même. Non. Une fois pas deux. Une cuisine, je veux bien, mais pas plus. C'est sûr. C'est trop. Moi, c'est vrai que moi, je dis toujours, faut déléguer. C'est vrai qu'on peut pas tout faire. Et puis, moralement, comme tu as dit, ça doit peser un peu. Ça pèse complètement. Ok, bah, je pense qu'on va conclure la vidéo là-dessus, sauf si tu as autre chose à nous dire. Peut-être un petit mot pour les plus jeunes qui nous regardent, qui se disent voilà, c'est vrai qu'à force, maintenant, j'ai interviewé pas mal de jeunes personnes sur la chaîne qui ont la vingtaine tout juste, qui investissent dans l'immobilier, chose qu'on pense impossible quand on a cet âge-là. Alors, pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que tu as à leur dire à toutes ces personnes-là qui pensent qu'elles sont trop jeunes? Je leur dirais tout simplement qu'il faut pas hésiter, que l'âge n'a aucune importance à partir du moment où, si possible, on a des revenus stables. Et qu'on a envie d'investir, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. Faut y aller. Il n'y a rien à perdre, surtout à notre âge. Exactement. Dans des cas, même si on se loupe, on a toujours un moyen de rebondir. Toujours plus facile de faire ça à notre âge qu'à 40-50 ans. Déjà au niveau des banques et même au niveau du quotidien, c'est plus simple. Des enfants, des choses comme ça, c'est moins facile à cet âge-là. C'est moins facile. Donc toute la vie pour se reconstruire dans nos galères en tout cas. Est-ce que tu es né dans une famille, je sais pas, blindée? Est-ce que tu es arrivé? Pas du tout. Est-ce que je sais pas, non? Rien de tout ça, non. Ok, donc une personne normale qui avait juste envie d'investir, qui a trouvé les moyens de le faire et qui l'a fait. Ok, bon bah c'est cool, alors c'est vraiment inspirant.
On va conclure là-dessus, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour la 4e étape du Tour de France. On se retrouve dans la prochaine à Paris et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Merci Mathieu. Salut.